suis pas sûr qu'on tire des leçons d'un film, je ne sais pas exactement ce que j'ai tiré comme leçon de Saint-Ange, mais en tout cas j'en ai tiré une expérience de vie. Enfin, c'est toujours pareil, je pense pas qu'il y ait de ligne directrice si consciente, en tout cas chez moi, d'un film à l'autre. Et comment se passent les moments de digestion après la sortie d'un film, après les critiques, après une controverse artistique qui avait été Saint-Ange, que le film avait été très défendu et très attaqué. Il y a surtout mon rapport personnel à ce film. Et je crois que Saint-Ange est le film de l'homme que j'étais quand je l'ai fait, quoi, du gars de 32 ans qui fait son premier long métrage. Et que Martyr est de la même façon le film de la personne que je suis aujourd'hui. C'est tout simple, Saint-Ange a été un film entièrement storyboardé, entièrement préparé, au plan près, ce qui ne veut pas dire que j'ai tourné tous les plans prévus, mais je suis allé sur le plateau armé d'un certain nombre de convictions qui ne bougeraient plus. Et j'essayais effectivement de faire rentrer le réel dans ces convictions et dans ce niveau intense de préparation. J'entendais depuis des années en tant que cinéphile des cinéastes comme Maurice Pialat, comme Bresson, comme Jacques Doyon parler de la prégnance de la réalité sur le plateau et de comment un metteur en scène laisse venir à lui cette réalité et en fait la matière de son film. C'est des choses que je trouvais très séduisantes intellectuellement. Moi j'avais beaucoup de mal à comprendre et là j'ai décidé vraiment de me mettre en danger et de le faire sans Martyr. Donc j'ai parfois tourné ces films comme un film d'auteur entre guillemets français, c'est-à-dire au fond en ne prévenant pas le cadreur de ce qui allait se passer, en disant des choses très succinctes aux comédiennes et puis de faire tourner et de voir ce qui se passerait. Donc j'intervenais sans couper la caméra, en direct. Ça a été un gros boulot ensuite sur les rushs d'enlever ma voix, parce que je faisais un peu au fur et à mesure. Je dis bien sans couper la caméra. Et puis il y a des fois ça marchait, c'était extraordinaire. Et quand ça marche, on a une espèce de conviction d'évidence sur le plateau que la vie traverse le plan et que ça échappe au cinéma, entre guillemets. Alors que c'est peut-être ça le cinéma, hein, et puis il y a des moments où ça ne marche pas du tout, où on se rend compte qu'on est juste en train de tourner des choses parfaitement inutilisables et qu'on est en train de faire n'importe quoi. Cette méthode appliquée à ce registre de cinéma-là, parfois me donnait des sueurs froides. Et en gros, la première semaine a été un relatif cauchemar parce que j'étais encore essayé un peu accroché à une sorte de planning d'un certain nombre de pages de scénario que je devais tourner par jour, et puis au bout du deuxième plan de la journée, vu la méthode employée, j'étais mort, quoi. Le plan de travail avait explosé et j'avais d'ores et déjà le directeur de production dans le dos qui me disait on n'y arrivera pas. Donc je prenais des retards, retard sur retard sur retard. Et après j'ai fait comme tout le monde, j'ai simplifié, j'ai coupé des choses dans le script, je me suis parfois contenté de matériel que je trouvais pas suffisant. Enfin, après c'est le royaume de la frustration, du deuil, du contournement, de dealer avec la volonté de base quoi, par rapport au résultat. T'as pu les voir? Ils ont changé, mais c'est eux. Martyr, ça a été un film peu réfléchi. Autant Saint-Ange a été le résultat d'années et d'années de cinéphilie, de fantasmes, je dirais presque post-adolescent autour du cinéma, autour notamment du cinéma victorien, de mon fantasme du 19e siècle, d'une idée ultra-littéraire du cinéma. Autant Martyr, c'est un film qui s'est fait à partir de circonstances très concrètes qui n'ont rien d'artistique. C'est un coup de téléphone de Manuel Alduy, producteur à Canal+, auprès de mon producteur à moi, Richard, en disant on aime le film de Pascal, on a besoin de films de gens pour notre case à nous, on a envie d'en produire, est-ce que Pascal a un scénario? Donc on a vu un peu, c'est un peu l'occasion qu'a fait le larron. Moi j'en avais un peu marre de développer des films, j'avais vraiment envie de passer à l'action, j'avais envie de tourner. Et puis là on a vu avec Richard l'opportunité de monter un projet vite et on y est allé. Donc c'est un film au fond qui a été assez peu réfléchi. Je pense que si j'avais un peu cogité, j'aurais jamais fait un film comme ça. Je me serais dit mon Dieu, est-ce que ça va pas arrêter net ma carrière? Est-ce que comment la France actuelle peut prendre un film comme ça? J'ai d'ailleurs toujours pas la réponse à ces questions, mais je ne me les suis pas posées en tout cas pendant le processus. J'aime bien cette idée que le film c'est un film de gestes, comme on disait, une chanson de gestes, c'est-à-dire une chanson qui correspond à un état très précis à un moment donné, et puis qui est une réponse à ce sentiment, comme un geste qu'on fait, comme une sorte de pensée ou de sentiment qui se traduit par une création. Voilà. Et Martyr, je l'ai fait un peu comme ça, ce qui m'a évidemment pas empêché de cogiter très précisément aux matériaux que
avec lequel j'écrivais, auquel j'étais confronté parce que c'était un film qui était constamment sur la ligne. Donc aujourd'hui, moi je suis très 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 tranquille sur le contenu idéologique et moral du film. Après chacun sa morale, mais par rapport à la mienne, il n'y a que la mienne qui m'intéresse en l'occurrence, parce que c'est moi je signe mes images. Moi je suis plan par plan, j'assume et je revendique absolument chaque photographe de ce film. Il y a eu un petit espace-temps dans le cinéma d'épouvante très très récent que les Américains ont appelé le torture porn, c'est-à-dire ce mélange de pornographie et de violence, dont effectivement le Capitaine et Hostel, qui a été en plus un gros succès. Il y avait Saw avant, même si ce sont des films un peu différents, mais oui, il y avait un retour à cette espèce d'idée totalement physique, même physiologique de l'horreur. Si vous voulez rester en vie, arrachez-vous un œil, avec cette participation un peu ludique du spectateur. Et moi, à leur place, je ferais quoi? Est-ce que je m'arracherais un œil ou est-ce que je préférerais mourir? Enfin, des choses au fond qui viennent vraiment de la tradition du grand guignol, le pendant grand guignolesque du gore actuel, que en tant que fan, moi j'aime beaucoup, j'ai rien contre, j'aime beaucoup Hostel, je l'ai vu, je m'en souviens, je l'ai vu à Toronto, avec mon ami Christophe Gans, on s'est éclaté. C'était vraiment pour moi un pur film d'exploitation comme dans les années 70, raciste, juste ce qu'il faut, comme était raciste le film de Charles Bronson. Enfin, on a juste pris un pied de cinéphile déviant, quoi. Donc j'ai trouvé ça vachement bien, c'était super bien tenu. Moi j'ai aucun problème avec ça. Et d'une certaine manière, il est évident, vivant aujourd'hui, que j'ai été d'abord en tant que spectateur influencé par ça. Enfin, toujours est-il qu'il est évident que Martyr s'inscrit, je dirais industriellement, voilà le mot que je cherchais, dans un retour au film de torture. Maintenant, je crois que vraiment, avec la même honnêteté, il n'y a à peu près aucun rapport entre Saw, entre Hostel et entre mon film. Je pense que les films ne cherchent pas du tout la même chose, ne sont pas du tout sur les mêmes registres. Et je dirais même que d'une certaine manière, Martyr, c'est un peu l'anti-Hostel, ou Hostel, c'est un peu l'anti-Martyr. La brutalité du film, pour moi, est sans aucune commune mesure avec la brutalité du moindre programme quand j'allume ma télé à 20h50. Pour de vrai, c'est juste une violence et une agressivité très différente. Mais moi, je trouve Koh-Lanta, où je trouve que le meilleur gagne, je sais pas, le truc avec Boccolini là, sur TF1, l'émission d'humiliation, tellement plus violent, brutal que mon film. Et puis tellement cynique, quoi. C'est carrément la compétition, la loi de la jungle est devenue tellement une évidence aujourd'hui dans le système qui nous fait vivre ensemble que ça donne carrément des jeux télévisés, quoi. Qui sont des métaphores directes du système. Enfin, il n'y a rien d'original dans ce que je dis, je ne vais pas faire de la révolution à 2 francs 50, mais chez moi c'était suffisamment fort pour que ça me donne une envie de film. J'avais vraiment l'envie de donner l'impression aux spectateurs que les choses arrivaient devant eux comme une sorte de happening en direct. Et je voulais vraiment qu'on ait une sensation viscérale de ce qui se passe à l'écran. Je ne voulais pas de commentaires du commentaire, je ne voulais pas faire un film postmoderne, je ne voulais pas de citations. Je voulais effectivement qu'on soit embarqué vraiment physiquement dans l'intrigue. Donc ça m'a beaucoup plu, cette idée qu'effectivement le film, dès ses 10 premières minutes, soit dans le vif du sujet. Et la musique des Seppuku, moi je l'adore, je suis vraiment fan de la musique parce qu'elle est à la fois profil bas, et quand elle arrive, elle est pour moi irrésistible. C'est-à-dire qu'elle balance un certain nombre de thèmes, presque parfois un peu à l'italienne, avec ce contrepoint qu'avaient les Italiens, c'est sur une scène extrêmement gore de pouvoir balancer une espèce de gravité tragique alors que ça pourrait être du grand guignol, jamais aller dans ces clichés-là. Ils ont toujours trouvé, parce qu'ils ne viennent pas du cinéma fantastique, parce qu'ils ne viennent même pas de la musique de film, c'est d'abord un groupe de musiciens électro, pop rock, enfin ils ont fait plein de choses très différentes. La musique, c'est le point de vue du metteur en scène, quoi. C'est à un moment donné le film qui a conscience de lui-même et qui, je ne dis pas forcément qui se commente, mais emmené dans un registre de cinéma. Ça, j'avais vraiment envie. J'ai enlevé des minutes entières de musique sur le film. Il y avait plein de séquences qui étaient prévues musicales et j'ai enlevé, simplement en me rendant compte que ça marchait, quoi. Les effets spéciaux de maquillage, je les voulais à l'image de tout le reste du film. C'est-à-dire, je ne voulais pas arrêter le film pour montrer mes effets. Je voulais vraiment que les effets soient intégrés à ce qui se passe physiquement dans le scénario, dans le récit. Et je voulais éviter au maximum le côté insert, gore, tourné
quelques semaines après sur fond, sur un morceau de mur de décor. Enfin, on a essayé d'arrêter le tournage le moins possible pour les effets, c'est-à-dire vraiment de les filmer en plan large avec les comédiens. On a souvent refait des prises parce que même si les effets étaient parfaits, la comédienne ne l'était pas parce que trop occupée à régler le problème artisanal de l'effet. Il n'était qu'un des nombreux outils qu'on avait à notre disposition pour raconter notre histoire. Et comme c'est un film vraiment sur la chair, sur le corps, c'est un film très très proche des corps, il n'y avait aucune différence pour moi entre filmer le corps de mes héroïnes et le corps des créatures de film, quoi. C'est que je filmais vraiment comme des personnages. Donc ça a été beaucoup plus une affaire de trouver le design en amont, en préparation, avec Benoît Lestan et l'équipe d'Adrien Moreau à Montréal. On a passé beaucoup de temps à designer les personnages, à trouver les choses les plus justes. Au départ, Benoît, parce que c'est sa culture, avait tendance à me proposer des choses trop américaines, notamment pour la créature, des choses trop sorcières, trop ghouls, trop cinéma d'épouvante américain. Et moi j'ai eu pareil, j'ai eu tendance à enlever un peu des couches pour que ce soit le plus réaliste possible, le plus simple possible. Et il y a parfois, on faisait en sorte que la créature soit presque belle, enfin soit plus féminine que les designs qu'on proposait. Je voulais pas un côté train fantôme pour le film, plus peinture de Raphaël, plus peinture de Francis Bacon, voilà, où on sait que le corps atteint, le corps malade, le corps gangréné, le corps torturé dans la vraie vie est déjà spectaculairement baroque, quoi, et que c'était pas la peine d'en rajouter dans la monstruosité, dans le côté créature. Parce que de fait, c'était pour moi un projet très impudique. Martyr, c'est un projet très très impudique. J'ai l'impression de montrer mes fesses, quoi. Enfin, alors que dans Saint-Temps, j'avais plutôt tendance, c'était un film un peu de nerd, j'avais tendance à me planquer derrière mes propres références, les références que j'ai et dont je sais qu'elles sont partagées par certains spectateurs, vous envoyez, regardez ma collection de DVD, regardez ce qui m'a fait triper pendant 15 ans dans le cinéma des autres. Et donc, moi, comme je suis très cinéphile, j'ai un souci personnel, c'est que je suis toujours plus intéressé par les films des autres que par les miens. Vraiment, je continue à faire des films pour m'acheter les DVD des films des autres. Donc à un moment donné, ça m'a vraiment intéressé, parce qu'encore une fois, cette période de ma vie me le permettait, parce que je crois que j'en avais enfin la maturité, j'avais vraiment envie de montrer un peu mes couilles sur mon deuxième film. J'avais tellement conscience que c'était, et du point de vue d'un comédien, un film comme ça était périlleux, que en fait l'envie d'une comédienne de faire le film participait à 50% de mon envie, de ma décision finale, du choix de casting. C'est-à-dire que le fait que Mylène soit à ce point enthousiaste sur le scénario et me fasse très, très clairement comprendre qu'elle était la fille du rôle et qu'elle avait vraiment très très envie et qu'à ce moment de sa vie, Martyr rentrait dans un certain nombre de choses qu'elle avait vraiment envie de faire, ça a participé vraiment, ça et des essais très très bons qu'elle a fait, ça a vraiment fait la décision autant que les essais. Marjana m'a très clairement dit, c'est la première fois que je reçois un scénario où je ne joue pas l'arabe de service. Donc moi je suis très flatté de ça, moi je la vois pas parce qu'elle est arabe, je la vois parce qu'à un moment donné je vois Maroc, le seul film qu'elle ait tourné, que je la trouve extraordinairement singulière, que j'entrevois le personnage, et puis au bout de 5 minutes que je la rencontre sur la place Saint-Michel à la Fontaine, je sais au bout de 10 minutes, sans avoir besoin de lui demander de faire quelque essai que ce soit, que c'est Anna, que c'est le personnage de mon film, je le sais, c'est une évidence, et en l'occurrence Marjana n'a fait aucun essai. Et puis après, les deux ensemble, répétition, travail sur le corps pendant des mois et des mois avec la directrice des cascades, et puis je vois que ça fonctionne, je vois que chacune a l'énergie de son personnage, quoi. Marjana est quelqu'un de très doux, en tout cas d'apparence, sa dureté, sa noirceur, elle se situe autre part, elle s'exprime autrement que Mylène, qui est quelqu'un de plus direct, de plus frontal, de plus en crise. Et que ça correspondait parfaitement au personnage. Mylène, elle passait quand même ses journées entières à devoir pleurer pour de vrai. Donc au bout de 2 heures ou 3 heures sur un plateau, vous pleurez pour de vrai avec des vraies larmes, tout ça, il faut tenir 12 heures, quoi. Il faut tenir 12-14 heures par jour pendant des jours entiers. Donc ça ne pouvait pas se passer comme ça, quoi. Et moi, il fallait aussi que je surmonte un certain nombre de mes inhibitions et que je me force à leur faire parfois un peu mal, à leur demander, à exiger qu'elles se refassent mal, parce que dès que j'y croyais plus, je gardais pas la prise, donc alors on n'a pas tous les jours envie de se faire mal, quoi.
ça peut être amusant, mais un peu hystérique pour tout le monde pendant 2-3 heures. Dire, allez, on va jouer au psychopathe, on va faire un film fiévreux. Bon, mais il faut tenir au quotidien pendant 14 heures avec les problèmes techniques, bon, c'est un film compliqué, mais personne n'a dit que ça devait être facile et simple de faire un film. Ça me plaisait beaucoup dans la France actuelle de faire un film comme ça, quoi. Ça m'intéresse beaucoup. Je pense que mon pays a connu des époques plus détendues, plus avant-garde, plus douces, et que ça m'intéressait dans ce manque de douceur d'y aller à fond et de proposer pour le coup un film sur lequel les gens puissent se positionner et puissent réagir, quoi. Voilà, ça m'intéressait beaucoup de faire un film qui oblige les gens à se positionner. À un moment donné, à se dire, de quel côté je suis du film? Est-ce que je suis avec ou est-ce que je suis vraiment contre? Clay Barker avait dit récemment, le problème de l'horreur actuelle pour moi, c'est qu'elle est conservatrice, quoi. C'est qu'elle est du côté des... Elle est plus du côté des monstres. Elle est du côté des gens qui doivent se débarrasser des monstres, se débarrasser du chaos, quoi. Et ça, c'est un truc qui va toujours un peu poser problème. Même des films d'horreur que j'aime bien, hein, même des films d'horreur faits par des fans au dehors de tout soupçon, enfin des gens qui font leur travail au sérieux. Il y a vraiment à nouveau, on est dans une espèce de moment qui est très très parlant sur l'époque où le cinéma d'épouvante est du côté de ceux qui gagnent. Voilà. Et du côté des cow-boys, j'ai plutôt tendance à préférer le cinéma d'épouvante du côté des Indiens, quoi. Au moment où je vous parle, on est à plus de 40 pays vendus. Et c'est assez rare pour un film français et en même temps ça justifie ce en quoi on croit, enfin on est un certain nombre à le croire depuis longtemps, c'est que pour de vrai les distributeurs étrangers se fichent de savoir si un film est français, danois, norvégien, italien. Ce qui compte c'est l'intérêt que que le film inspire. Donc voilà, Martyr a visiblement, et j'en suis très, très heureux, a une vocation à voyager. Le film va être montré dans beaucoup de festivals. Les réactions étrangères à Cannes, notamment des sites américains, ont été extrêmement différentes. On a pour l'instant des reviews, ils appellent ça des reviews assez dithyrambiques, et moi ça me fait plaisir parce qu'il y a effectivement en France un certain nombre de gens qui prendront de toute façon ces films-là de haut. Et on a en France, quand on fait ce cinéma-là, on a en France un certain nombre de combats à mener qui pour de vrai font pas partie de notre métier. Je crois que je suis pas le seul à le dire. Et en ce sens, je me sens très solidaire et très proche de mes petits camarades qui, comme moi, tentent de gravir cet Everest qu'est d'essayer de faire du cinéma fantastique en France. On a à mener un certain nombre de luttes qu'on a pour de vrai qui sont illégitimes, qu'on n'a pas à mener. Je dis bien d'essayer de convaincre que ce qu'on fait, c'est pas tout à fait nul. Et je sais bien que d'autres cinéastes qui font autre chose, on passe ces combats-là, mais ils sont jugés vraiment à l'aune de leur travail. J'ai été taxé parfois d'être très orgueilleux, je confirme que je le suis très orgueilleux, mais je ne suis pas du tout prétentieux, c'est-à-dire que j'ai pas la mégalomanie d'être absolument amoureux inconditionnel de mon travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le niveau de résultat que le chemin, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est d'être encore là dans quelques années à faire des films, et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vie riche, quoi. Moi, ce qui m'intéresse autant que le résultat de Martyr, c'est ce que j'ai vécu en tant qu'être humain en faisant Martyr. C'est de partir plusieurs mois au Canada, c'est de rencontrer des gens que je ne connaissais pas, c'est de mener ce projet à bout de bras. Moi, je dis bien, à titre individuel, ça m'intéresse beaucoup, au fond beaucoup plus que de savoir où je me situe dans l'histoire du cinéma. Je m'en fous, de toute façon, comme disait Gainsbourg, quand on lui demandait est-ce que vous travaillez pour la postérité, Gainsbourg répondait mais qu'est-ce que la postérité aura fait pour moi, quoi. Sous-entendu quand je serai au fond du trou. Moi, voilà, le cinéma pour moi c'est une façon de m'amuser beaucoup sur ici-bas. Voilà, en attendant le pire inéluctable. Il est très très probable que mon prochain film soit enfin mon premier film de garçon, de mec. Et ça m'intéresse beaucoup de me confronter enfin à des personnages masculins, à l'idée d'un groupe, puisque le film tourne autour de ça, d'un groupe d'hommes. Et ça m'intéresse parce que pour l'instant je ne sais absolument pas comment je vais faire et ça m'angoisse. Donc comme mon principe moi c'est d'aller vers mes angoisses pour essayer de les dépasser et d'avancer, je trouve que c'est un projet qui tombe vraiment parfaitement bien. C'était un film très compliqué, c'est un film très très compliqué qui a été très difficile par son sujet. Et donc en fait, ce qui se passait, c'est que comme Pascal et moi on est restés très longtemps là-bas,
ça coûtait moins cher à la production de louer une maison que de nous mettre à l'hôtel. Donc en fait, on a partagé pendant plusieurs mois une maison à Montréal, on avait chacun un étage. Et donc oui, j'étais son confident par la force des choses parce que voilà, j'ai vu toute l'élaboration du film qu'on voit pas d'habitude, tous les problèmes qu'il a eu, à tous les points de vue, le décor par exemple, le décor principal de la maison. Le film a fini par être tourné en studio, mais au départ ça devait être un décor naturel, donc je l'ai vu partir en repérage, jamais trouver sa maison, avoir des problèmes, et puis le moment où il paraît évident qu'ils n'arriveront pas à tenir la date de tournage et qu'il a fallu repousser, ce qui moi m'a arrangé, ça me donnait du temps supplémentaire. Voilà, ouais, j'ai connu tout ça, et puis ça n'a pas été simple pour lui, quoi. Alors je sais pas si j'ai le droit de le dire, aussi, il faut le dire, mais c'est un film qui a été très pénible à monter aussi. Je crois qu'ils ont eu énormément de problèmes, c'est-à-dire qu'ils ont monté... je sais pas, ils ont peut-être mis 6 mois à monter le film. Enfin, c'était un film très compliqué du début jusqu'à la fin, quoi. Donc je suis allé les voir au montage 1 ou 2 fois pour donner mon avis sur certaines choses. Je l'ai vu par petits bouts, en fait. J'ai vu le film par petits bouts, et puis un jour, je l'ai vu fini. Et je trouvais ça incroyable. C'est-à-dire que le film était mieux que ce que j'attendais, en fait. J'ai vraiment été estomaqué, et en plus, je me suis rendu compte de... Ce que je savais déjà, c'est qu'il paraissait évident que Pascal est un auteur, enfin qu'il a des thèmes. C'est incroyable comment la dernière partie du film m'a fait penser à Saint-Ange, en fait, mais il poursuit toujours la même chose, quoi. Il poursuit la même idée, et j'ai trouvé le film, c'est la magie du cinéma, quoi, par rapport à la difficulté dans laquelle il a été fait, le chaos dans lequel il a été fait, les problèmes. C'est incroyable de voir à quel point le film fini paraît cohérent, alors que ça a été une bataille de tous les instants, quoi. C'est eux, Anna. T'as pu les voir? Ils ont changé, mais c'est eux. Moi, de mon côté, en plus, j'ai été obligé de m'adapter aux horaires canadiens qui sont absolument démentiels. C'est-à-dire que là-bas, syndicalement, les journées de tournage font 12 heures et commencent à 7h du matin ou 7h30, je crois, quoi qu'il arrive. Donc quand vous avez un maquillage qui dure 4 heures, bah, vous faites le calcul, vous commencez à maquiller à 3h30 du matin. Après, vous enquillez 12 heures de tournage, et puis après, il faut démaquiller la personne. À chaque fois qu'il y avait des grosses journées de maquillage, il y en a eu pas mal, je faisais 18 heures sur le plateau, et ça m'a rétamé. Enfin, moi et les membres de mon équipe, d'ailleurs, on était rétamés à la fin, carrément. Au bout de quelques jours, on faisait des shifts, on venait à 3, et en fait, au milieu de l'après-midi, il y en a un qui allait dormir, parce que humainement, c'était pas possible, quoi. Et ça, j'avais jamais fait ça, quoi. Arriver à ce stade de fatigue et d'épuisement... après 2 mois et demi de préparation d'atelier, c'était pas forcément toujours les vacances, quoi. Un jour, j'ai fait livrer des fleurs à Mylène Jean-Paneuil parce que j'ai fait une faute professionnelle absolument monstrueuse. J'ai tellement claqué que au milieu d'après-midi, en fait, j'avais quitté le plateau parce que j'avais oublié un truc, et en fait, je me suis endormi. Et Mylène s'est retrouvée à la fin de la journée. Et j'étais pas là pour la démaquiller, j'étais complètement endormi, donc ça a créé un petit scandale, elle m'en a un peu voulu. Mais voilà, c'est des trucs psychologiques, quoi. C'est des rapports humains qu'il faut gérer, qui sont toujours à peu près les mêmes, liés au fait que les comédiens n'aiment pas les maquillages spéciaux. De qualité, de quantité de travail, ça a pulvérisé tout ce que j'ai pu faire. Ça m'a fait plaisir a posteriori de faire un film assez différent, de faire comme ça, de revenir sur un film avec énormément d'effets gore, parce que j'avais débuté là-dedans et que c'est vrai que j'avais pas beaucoup bossé sur la plupart des films de genre qu'il y a eu ces derniers temps, hein, toute cette nouvelle vague. Disons que le résultat légitime toutes les souffrances de ce film. Même si je continue à trouver le film un peu difficile, mais je pense que c'est un film intelligent et surtout toute cette vague de films de genre qu'il y a eu, je pense que c'est vraiment le meilleur et de loin. Parce que c'est vraiment au-dessus des autres, c'est-à-dire que c'est vraiment un film il est vraiment arrivé à faire un film d'auteur gore, en fait. Je suis content d'avoir participé à ça et de me dire bah oui, que ça valait la peine d'en chier un petit peu pour à l'arrivée que mon nom soit associé à ça. Je vérifie que mes petites prothèses sèchent bien. La
atelier où je fabrique ces merveilleuses choses, voilà. Donc c'était un peu le bordel. Différents produits chimiques que j'utilise pour faire mes prothèses, voilà. Tout est sur les étagères. Et puis là vous avez une réserve de moules à partir desquels on fabrique les prothèses. Une bouche en l'occurrence. Un petit piranha, ça, pour un film qui s'appelait L'Antidote avec Jacques Villeray. Voilà. Ça, c'est ce qui reste de fausses mains en silicone pour Brocéliande. Ça, c'est une prothèse pour Joachim Garraud, disc jockey, pour la publicité pour sa campagne, là, pour la tournée qu'il fait en août. Il était déguisé en martien. Ça, c'était pour Arsène Lupin. C'était une fausse tête. Ça, c'est pour le scaphandre et le papillon. C'était un masque de Mathieu Amalric qui était porté par un cascadeur. Quoi d'autre? Un autre morceau de Mathieu Amalric pour toujours le scaphandre et le papillon. Et puis différentes fausses têtes. Ça, c'est Alice Taglioni dans Brocéliande. Ça, c'était pour Sade de Benoît Jacot. Ça, c'est Vincent Pérez pour un film de Pavel Longuine il y a 10 ans. Voilà. Ça, c'était, je ne sais plus pourquoi, une petite main de martien. La technique de fabrication est toujours la même, c'est-à-dire qu'on part d'un moulage du comédien, une empreinte qu'on fait avec de l'alginate, qui est le produit que les dentistes utilisent pour mouler les dents. Et à partir de cette empreinte, en fait, on coule du plâtre pour obtenir ce qu'on appelle le positif. Donc là, en l'occurrence, on reprend Joachim Garraud, vous voyez le nez de Joachim Garraud. Et là-dessus, soit avec de la pâte à modeler, on resculpte ce qu'on veut faire, ce qui sera la prothèse, donc un nez de Cyrano, une coupure, qu'on remoule et qu'on tire dans des matériaux plastiques, soit à partir de ce moulage-là, en fait, par une série d'étapes, en fait, on arrive à ça, qui est en fait une reproduction du comédien, mais qu'on tire dans du silicone, un matériau transparent qui imite la peau. Donc quand c'est des petits moulages, c'est très rapide, c'est goupillé ça peut être fait en 10 minutes, un quart d'heure. Quand c'est des très grosses choses, très très lourdes, ça peut prendre des journées entières. Sur Morjane, sur Martyr, on avait fait des séances de moulage je crois qu'on avait fait 2 séances de moulage qui avaient duré des après-midi entières, quoi. Le squelette, c'est une chose particulière, ça, on le fait à partir d'un squelette du commerce. En fait, des squelettes de médecine légale en plastique qu'on retravaille, là en l'occurrence avec du papier, du latex et de la gélatine pour simuler de la peau pourrie, en fait. Là, même ça mâche, voilà. Ça se fait pas ranger. Ça va être des morceaux de cadavres aussi. Des morceaux de cadavres rongés qui se sont décomposés. Donc pareil, c'est parti d'une base d'un moulage et puis après c'est de la gélatine retravaillée et puis qui est repeinte pour simuler le côté pourri. J'ai débuté à une époque où en fait les effets de maquillage n'existaient pas vraiment. Donc très candidement, quoi, j'ai voulu faire ça comme métier et puis j'ai décidé de le faire. Et puis j'ai rencontré Jean Rollin avec lequel j'ai fait mon premier film en 1982 qui s'appelait La Morte Vivante. Et voilà, et partant de là, après j'ai enchaîné les films jusqu'à maintenant. Mais moi je travaille en fait assez rarement, je fais beaucoup de films français, classiques, réalistes, normaux. Je fais pas tellement de films de genre en fait. Ça pour un film, c'est des techniques, des nouvelles techniques de prothèses qui fonctionnent comme des transferts, qu'on peut utiliser comme des transferts en fait. Donc je bosse là-dessus pour mettre ça au point correctement. Donc, en fait, c'est des prothèses qui fonctionnent comme des transferts, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'avoir un prothésiste sur les plateaux pour les poser. C'est un film qui se tourne je sais plus où, en Uruguay ou en Argentine. Et donc ils veulent pas payer ma présence là-bas. Donc l'idée c'est de mettre au point la technique pour que la maquilleuse puisse poser la prothèse toute seule chaque jour. Voilà, pour les fans, un morceau du nez de Christophe Lambert. Parce que je travaille sur un film sur lequel il va faire un boxeur et donc il va avoir une prothèse qui sera en l'occurrence ça, pendant tout le film, qui simulera le fait qu'il ait eu le nez cassé. Donc c'est là-dessus que je suis en train de travailler et que j'essaye de mettre au point. Je mélange des produits puis jusqu'à temps que ça marche, quoi. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, puis je garde mes formules et puis quand il y a une formule qui marche, je mets les résultats. Et à partir de là, je décide de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas et ça permet de... On a toujours été très sérieux dans cet atelier, en fait, on a toujours fait
Depuis des années, c'est la seule manière un peu de progresser. On a toujours fait des cahiers de formules d'absolument tous les tests de couleurs, voilà, les tests de gélatine avec les références de couleurs. Le maître étalon des effets de maquillage, c'est The Thing, ça n'a jamais été surpassé. Ce qui est dingue, c'est que maintenant ce film a 25 ans. Et les effets font un peu plastoc maintenant, certains trucs, mais en termes de la quantité, surtout de l'imagination, de robotique, ça n'a jamais été. On n'a jamais fait mieux, quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a Si, j'ai été très impressionné en fait quand au début de l'année, je suis allé à Los Angeles et je suis allé voir l'atelier de Rick Baker. Et j'ai vu en vrai en fait tous les trucs qu'il avait fait pour Men in Black et tout ça, et ça c'est quand même assez incroyable. Tous ces trucs de maquillage là sont assez incroyables, quoi. Mais sinon non, The Thing reste le maître étalon des effets de maquillage, voilà, avant le tout numérique. Moi je suis pour l'utilisation du numérique, je trouve ça bien, mais je pense que c'est comme tout, le tout numérique, je suis pas trop fan. En plus là je me pose vraiment la question du passage aux projections numériques, parce que c'est incroyable comme en fait la pellicule adoucit les effets numériques, et quand tu vois, ça me frappe très souvent quand tu vois maintenant des DVD en HD dans une vraie chaîne numérique, je trouve que les effets numériques parfois font plus faux qu'au cinéma. Moi j'ai l'impression que le numérique, pour que ça fonctionne vraiment, il faut pas qu'il essaye, il faut accepter le fait que ça peut pas totalement reproduire la réalité, quoi. Je pense que l'avenir du numérique, c'est plus des films comme 300 où t'es dans une imagerie qui est fausse, tu vois, ou d'une imagerie qui est liée au numérique. Mais moi j'ai l'impression qu'on arrivera assez rapidement, ou je peux me gourer, mais à une certaine forme de limite dans la reproduction de la réalité, quoi. Où là je me suis dit putain, là c'est vraiment la fin des effets de maquillage. C'était l'homme pieuvre dans Les Pirates des Caraïbes. Où là je me suis vraiment dit, je regardais ce truc là et au départ j'étais persuadé que c'était un truc en silicone qu'ils avaient animé numériquement. Et après quand j'ai vu dans Cinefex qu'en fait c'était un mec normal avec des marqueurs, que tout était numérique, je me suis dit oula, attention. C'est-à-dire que même un beau maquillage, parfois quand le comédien va bouger, ça va bouger de manière un peu étrange, ou on n'y échappe pas, quoi. Il y a un côté vivant, mais avec les défauts que ça, hein, oui. C'est-à-dire que ça a souvent des plis au coin de la bouche ou des trucs qui se décollent. Mais non, j'ai pas de souvenir de maquillage récemment vu que j'ai trouvé vraiment. Il y a des trucs par contre que j'ai trouvé très pourris, ça, ou des machins où tu te dis encore putain comment c'est possible à l'heure actuelle de faire ça, mais des trucs géniaux non.